auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec l'actualité de l'Alliance des États du Sahel. Dans la région de Tombouctou, des ex-combattants du Front de libération de l'Azawad déposent les armes et sont accueillis par la junte militaire numéro 5. Et pour ces ex-combattants qui se réjouissent de leur accueil, ils s'inscrivent dorénavant dans un processus de paix. Suivez ce reportage de la RTB. Ils sont 8 combattants, dont 5 physiquement présents, du Front de libération de l'Azawad qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité, la dignité de notre cher pays et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous sommes revenus en toute sincérité, parce que nous sommes conscients que le désordre ne construit pas les nations. Nous sommes très fiers de notre République et de nos autorités actuelles. Nous saluons le commandant militaire qui nous a reçus et nous saluons tous ces éléments. Mon message à ceux qui restent en dehors des rangs de la République est le suivant. Si vous avez de la dignité, retournez dans votre pays. Quittez la rébellion et le banditisme. Quittez les rangs des trafiquants de drogue, des criminels et des terroristes. Et retournez dans votre pays pour vivre dans la liberté et dans la dignité. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talki, je suis bien traité ici et rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ce groupe armé terroriste et de revenir vers l'armée, de les aider dans la mission pour instaurer la paix et la stabilité vers un Mali uni et fort. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Les femmes nous ont arrêtés, moi et mon père, en possession d'un talki et d'une arme de guerre. Depuis qu'on nous a menés ici, nous sommes bien traités, rien de mal ne nous est arrivé jusqu'à présent. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner. Cette reddition et différentes actions survenues dans le secteur de l'opération Maliko prouvent à suffisance que le travail des hommes sur le terrain est en train de porter fruit et s'inscrivent en droite ligne des objectifs fixés par la hiérarchie militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par rapport à cette action, c'est une initiative salutaire
qui est encouragé au plus haut niveau par les plus hautes autorités. Et c'est aussi le résultat des efforts déployés par les autorités politiques et militaires, ce qui nous a amené à ce résultat aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des efforts déployés, des instructions transcrites en ordre par l'état-major général au théâtre et puis depuis le théâtre jusqu'au niveau des secteurs. Ces actions sont une invite aux autres combattants qui désirent rejoindre la République. Suite de cette édition, l'Alliance des États du Sahel, AES, reçoit de plus en plus le soutien des populations. Cette fois-ci, les événements franchissent le continent africain et atteignent la capitale française, Paris. La RTB, une fois de plus, pour le reportage. Paris, ce 18 janvier. Plusieurs centaines de personnes mobilisées dans la capitale française en guise de soutien au pays de la Confédération des États du Sahel. Munis de drapeaux des 3 pays, les marcheurs scandent les noms des 3 présidents et des slogans favorables à l'AES. La manifestation regroupe des ressortissants de l'AES et d'autres pays africains. Au-delà du soutien aux chefs d'État et au peuple des 3 pays de l'AES, les manifestants soutiennent la décision du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Pour les manifestants, les chefs d'État de l'AES doivent rester fermes sur la décision du retrait des 3 pays de la CEDEAO. Ils expriment leur volonté à rester mobilisés pour défendre les intérêts de la Confédération. Autre aspect de ce journal, le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Africa News pour le reportage. Le Togo n'exclut pas l'idée de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, tout en soulignant que la décision appartient au président Faure Gnassingbé. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a affirmé que le peuple était pour une entrée du pays dans l'AES. Cette alliance comprend le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les 3 pays sont actuellement gouvernés par des militaires qui ont notamment annoncé leur volonté de quitter la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ces pays étant enclavés, une adhésion du Togo à l'AES leur permettrait d'avoir un accès à la mer grâce à la côte togolaise et au port de Lomé et de développer le commerce maritime. Le ministre des Affaires étrangères togolais prend fréquemment la parole pour défendre les relations panafricaines. Si les 3 pays de l'AES se montrent hostiles à la France en actant notamment le retrait des troupes militaires françaises de leur territoire, le Togo entretient toutefois de bonnes relations avec l'Occident. Au Nigeria, une citerne contenant de l'essence est victime d'un accident et a fini par prendre feu, où les personnes cherchant à récupérer l'essence déversée sur la route ont été calcinées. Suivez ce reportage de TV5 Monde. Les corps brûlés des premières victimes ont d'abord été déposés ici, à quelques pas du lieu de l'accident, avant d'être finalement enterrés par les autorités compétentes, aidés par quelques volontaires venus prêter main forte. Vers 10h samedi matin, un camion-citerne comportant à son bord pas moins de 60 000 litres d'essence est victime d'un accident sur la route qui relie la capitale Abuja à la ville de Kaduna, plus au nord. Une foule de personnes se rassemble alors pour tenter de récupérer l'essence déversée sur la route. C'est à ce moment que le drame se produit. 86 personnes perdent ainsi la vie.
En rentrant chez moi, je suis arrivé au carrefour où l'explosion s'est produite. J'ai vu une femme qui portait un galon de carburant et le galon a explosé. C'est là que j'ai été aspergé de carburant. C'est comme ça que j'ai été brûlé. Ce type d'accident n'est malheureusement pas inédit au Nigeria. Enlisé dans une crise économique majeure, le pays connaît depuis un an une inflation supérieure à 30%. Inflation due notamment aux réformes économiques mises en place par le président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023. Parmi ces réformes, celle sur la fin des subventions pour les carburants cause de grandes difficultés à la population nigériane, faisant s'envoler les prix des denrées alimentaires, des transports et de l'essence. En 18 mois seulement, son prix a en effet quintuplé, poussant certains Nigérians à se mettre en danger pour en récupérer quelques gouttes. Face à ce nouveau drame, les autorités mettent en garde sur les risques du ramassage de carburant. Nous devons sensibiliser la population pour qu'elle évite de s'approcher et qu'elle ne reste pas à proximité lorsque ce type d'accident se produit. En octobre dernier, une explosion du même type a fait plus de 170 morts dans l'état de Jigawa, dans le nord du pays. Au cours de l'année 2020, ce sont plus de 530 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents impliquant des camions-citernes. Des accidents qui, au-delà des pertes humaines et matérielles, causent aussi d'importants dégâts environnementaux. En partie magazine de cette édition, suivant l'intégralité de la visite du Premier ministre des Finances El Hadji Mohamed Lamine Zen en Arabie Saoudite, où ils ont eu à échanger autour du document de travail stratégique sur la période 2026-2035 avec ses pairs de l'Arabie Saoudite. Très bonne réception et passez une excellente nuit en compagnie de la radio-télévision Tambara. Au revoir. En Arabie Saoudite, c'est par Médine que la visite du Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a débuté. Au Centre international de convention Roi Salman s'est tenue la retraite de consultation des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour des échanges autour du document de travail stratégique sur la période 2026-2035. Cela fait 50 ans que la BID appuie, aide, soutient et finance les pays membres de l'institution. Tout ce qui a été dit ici rejoint parfaitement la vision, surtout l'ambition que nous voudrions imprimer à notre institution, qu'elle soit la plus grande au monde. Ce plan stratégique décennal coïncide avec le cinquantenaire l'année dernière. Et la symbolique, c'est que c'est dans cette ville sainte où se trouve le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et 50 ans plus une dizaine d'années, ça nous ramène à peu près à l'âge prophétique. Nous pensons que c'est un périmètre de temps où cette institution devrait être à mesure d'être la première au monde. Et je le dis parce que nous en avons les moyens. Je ne reviendrai pas sur les détails de tous les instruments disponibles et un particulièrement qui est la finance islamique qui devrait être soutenue fermement. Mais il y a un deuxième élément important. Ce sont les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enfouies dans le sol des pays musulmans. Ces richesses et ressources naturelles sont à l'origine du développement de tous les pays et nous pourrions, avec une détermination, mobiliser les ressources qu'il faut pour les mettre en valeur. Passer à un troisième point important qui est la création de la croissance de la richesse, une croissance forte, une croissance durable, une croissance inclusive et finalement une croissance redistributive pour les pays musulmans. Je voudrais simplement dire que la Banque islamique de développement a les moyens de soutenir les pays musulmans et même au-delà. Le Niger et un certain nombre de pays du Sahel
recèle toutes ces richesses les plus importantes au monde. On parle de l'uranium, on parle du lithium, on parle du cobalt, on parle de l'or, du diamant. Ce sont ces richesses qui ont fait le développement de tous les pays aujourd'hui qu'on considère comme étant les plus avancés. Et globalement, les pays musulmans sont ceux qui recèlent l'essentiel de ces richesses. Donc nous allons souhaiter bonne chance pour notre institution pour que sur la dizaine d'années, ce périmètre de dizaine d'années, elle puisse faire cette grande aventure de soutien à nos États et ne pas oublier aussi cette question fondamentale de solidarité entre nous. Nous avons ces richesses qu'Allah nous a données, mais elles attirent beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité. Et nous avons l'intime conviction que c'est ceux-là qui ne veulent pas voir les pays que nous sommes se développer alors que nous en avons tous les moyens. La Banque islamique de développement intervient dans le développement et la croissance financière et économique des pays musulmans. La BID est une banque du Sud, par le Sud et pour le Sud, a rappelé Dr Mohamed Al-Jassir, président de cette banque. La 6e décennie sera celle d'une nouvelle vision et d'une nouvelle approche des axes développés autour de 3 points, à savoir la nouvelle orientation de la banque, le rôle primaire de solidarité et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Une stratégie partagée par le Niger et aussi la Confédération de l'Alliance du Sahel, aux côtés du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine, Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabé de l'économie et des finances et de la perspective. On s'est retrouvé avec des piliers qui correspondent parfaitement avec nos propres stratégies nationales. Donc c'est un document qui a été envoyé à nos pays respectifs. Nous avons formulé des recommandations pour améliorer sa qualité. Et ce matin, à cette séance, les gouverneurs membres de cette institution ont fait part de leurs recommandations. Évidemment, nous avons, sous le couvert de notre organisation commune, la Confédération AES, mis une touche particulière en rappelant que c'est vrai, c'est important de continuer à recevoir des appuis, mais il faut aller au-delà des appuis classiques. Nos pays, notamment dans la zone, mais au-delà, et en gros, les pays musulmans, sont ceux qui recèlent le plus grand nombre de richesses minérales. Pourquoi ne pas trouver un moyen entre nous, pays membres, de solidarité pour exploiter ces ressources-là? Nous avons tenu compte d'un des instruments qui est mis en avant, qui est la finance islamique, qu'il faut renforcer très certainement. Il faudrait aller vers cet objectif de mobiliser des ressources, exploiter ces ressources-là, aller vers ce qu'on appelle la croissance inclusive, la croissance qui sera à la fin une croissance qu'il faut redistribuer à tous les États. Donc je pense que c'est une retraite qui a permis d'avoir une idée plus globale. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important et symbolique. Cela se passe dans la ville du prophète alayhi salatu salam. Et les 10 années à venir correspondent à peu près à l'âge prophétique. C'est une occasion de prendre la bénédiction de celui qui est le meilleur des hommes et pour la meilleure des communautés. Nous avons fortement soutenu ce plan stratégique puisqu'il reprend à peu près les mêmes piliers que nous avons chez nous. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, c'est la sécurité alimentaire, c'est le développement humain tout simplement, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Au sortir de cette réunion stratégique des gouverneurs de la Banque islamique de développement, c'est un nouveau mode d'investissement et d'accompagnement qui sera appliqué au profit des pays musulmans membres de la BID. Lors de ce séjour à Médine en Arabie Saoudite, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine, a visité la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Masjid al-Nabawi, dans la ville lumière, Madinatul Munawwara, ville bénie où il a séjourné. Le prophète, dans la conquête et l'expansion de l'islam, a construit cette somptueuse mosquée sainte et historique. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine, a à ses côtés Cheikh Abdoulaye Oumarou, le consul du Niger à Jeddah et les autres membres de la délégation qui ont au cours de cette ziyara prié au cœur de la mosquée devant le mimbar du prophète
pour implorer Allah dans son infinie bonté pour la paix, la cohésion, l'unité, le développement, la prospérité du Niger et le bien-être des Nigériens. Des prières pour que ce pays tant convoité et menacé par les puissances impérialistes et prédatrices des ressources minières et pétrolières soit protégé et sauvegardé par la puissance divine. Des rak'at et la prière de Maghrib ont été accomplis pour un pays stable, prospère et souverain. Après toutes ces invocations et prières, la délégation a mis fin à sa ziyara à travers des doigts sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Étape suivante, Riyad, toujours en Arabie Saoudite, une importante réunion s'est déroulée entre le Niger et ses partenaires financiers autour du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamirzen et du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, Sidi Ould-Tah, les ministres des secteurs concernés, l'agriculture, l'énergie, l'environnement et le champion du projet Kandaji, le ministre en charge de la jeunesse. Présent également la BADEA, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésion pour le développement économique arabe, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et le Fonds saoudien pour le développement. Le barrage de Kandaji, un projet essentiel pour le Niger, un vecteur de transformation qui concerne 2 millions de personnes. C'est un modèle d'infrastructure durable en Afrique. Les partenaires autour de ce projet s'engagent à accompagner sa réalisation en vue de soutenir les efforts locaux. Nous avons été honorés par la visite de son Excellence M. le Premier ministre et la délégation de très haut niveau qui l'accompagne. Et ça a été l'occasion pour le groupe de coordination arabe de renouveler son engagement pour soutenir ce projet critique et important. C'est un projet stratégique dont les retombées pour les populations du Niger sont évidentes et importantes. Le groupe de coordination a été l'un des premiers à soutenir ce projet. Et aujourd'hui, le groupe de coordination réitère son engagement pour permettre à ce projet d'être achevé dans les meilleures conditions. Quand on finance un projet, on est toujours très pressé pour que ce projet soit exécuté le plus rapidement possible. Donc vous pouvez un peu comprendre l'état d'esprit de tous les partenaires du groupe de coordination arabe qui sont très pressés de voir ce projet enfin réalisé et voir les retombées sur les populations le plus rapidement possible. Le Niger tient souverainement à ce projet phare. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, en fait une priorité. C'est un programme qui, comme vous le savez, est extrêmement important, qui vient s'insérer dans le choix qu'a fait le chef de l'État, le général Tiani, de lancer un vaste programme d'irrigation. Et il est question de voir comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ce programme. Et à l'intérieur, il y a la question du financement, il y a la question d'extension d'un certain nombre de conventions qui datent de plusieurs années. Et enfin, la question de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources pour combler le gap de financement. Alors nous avons eu l'honneur d'entendre autour de table l'intention de tous ces partenaires arabes qui ont renouvelé d'abord leur engagement à soutenir fermement, mais également souhaiter qu'un comité technique avec des coordinations soit mis en place, que c'est déjà le cas, pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà un peu de mots. On peut dire que c'est une mission qui a été importante, concluante et qui rassure. Le barrage de Kandaji, qui a connu un début d'exécution, connaît les difficultés de redémarrage, mais face à la détermination du Niger et des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi qu'à l'engagement de ses partenaires pour une souveraineté alimentaire et énergétique, il sera incessamment relancé. Par ailleurs, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamirzen, a rencontré les représentants de la diaspora nigérienne vivant à Riyad. Ils ont échangé sur la vie de la nation nigérienne et les conditions de vie de cette communauté vivant en Arabie Saoudite. Après Riyad, cap sur Jeddah, puis la Mecque, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamirzen et sa délégation ministérielle ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la communauté nigérienne vivant en Arabie Saoudite ou de passage.
instant d'échange et de préparation pour le rituel de la Umrah, instant d'évocation et de prière pour la paix, la cohésion, l'unité, le progrès au Niger. Ya Allah, que ta miséricorde, Ya Allah, que tes bénédictions, Ya Allah, que ta protection, Ya Allah, que ton assistance, Ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple. Dans la sainte mosquée, au pied de la Kaaba, la délégation a procédé au tawaf. Cette tour de la majestueuse Kaaba sacrée, accompagnée d'invocations, de vœux, de louanges à Allah Azza wa Jal, moment de concentration, de communion et de prière pour que le Niger reste un pays de paix, de sûreté, de sécurité, d'unité, de cohésion et de prospérité, pour que le Niger reste un pays souverain et maître de son destin. Après le tawaf, la délégation a effectué 2 raka'at pour conclure le rite autour de la Kaaba. Safa ou Marwa, un parcours d'une centaine de mètres a été la suite du rituel. Cette tour en aller et retour, louange à Allah, des prières pour le pays, des vœux et des invocations sous le sceau de la foi et de la sainteté des lieux. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine et sa délégation ont accompli les rites de la Umrah, débuté au tiers de la nuit, instant de grande proximité avec Allah et clôturé avec cette Fatiha face à la Kaaba, suivi de la prière de Fajr, qu'Allah exauce tous ses vœux, accepte les invocations et prières pour un Niger libre et souverain. Mission ainsi accomplie en Terre Sainte par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine avec une forte délégation ministérielle. Cette nouvelle sortie du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine, au-delà des prières et invocations à l'adresse d'Allah le Tout-Puissant, traduit une fois encore la volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, de mettre l'accent sur la diversification de nos partenaires et l'établissement des accords de coopération privilégiant les intérêts et la souveraineté du Niger. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.